Pour lancer la conversation, on aimerait connaître votre implication ou votre rôle dans l'entreprise en ce qui concerne la santé-sécurité. Pour les personnes qui ne travaillent pas en entreprise, comme par exemple des consultants ou des organismes, je vous invite à inscrire la réponse E tout de suite. Puis note au passage, là, donc la formation d'aujourd'hui, elle va viser essentiellement un survol de la santé-sécurité puis du plan d'action. Donc, veuillez inscrire vos réponses, puis on va regarder ça ensemble, puis on va commenter. Donc, principalement, j'ai un rôle conseil en santé et sécurité au sein de l'entreprise. Parfait. Donc, on s'adresse déjà, on voit qu'on se dirige vers les bons intervenants. Donc, maintenant, deuxième question au filtre. Combien votre entreprise compte-t-elle de travailleurs ou de travailleuses? Donc, est-ce que c'est 19 et moins, 20 et plus? Le nombre est variable ou je ne sais pas vraiment comment l'établir. Tout ça, ça reste des bonnes réponses. On veut un petit peu connaître notre profil avec vous aujourd'hui. Donc, la majorité pour l'instant, B, 20 travailleurs et plus. OK? On a un 13%, 19 travailleurs et moins. Excellent. Donc, à peu près une personne sur sept, donc 19 employés et moins, 19 travailleurs et moins, c'est vraiment notre clientèle cible, mais ceux qui ont coché autre chose, restez avec nous. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on va voir ensemble qui s'appliquent. Le plan d'action tel qu'il est défini, tel qu'il est requis par la CNSST, s'adresse aux entreprises qui comptent 20 travailleurs et moins, 19 travailleurs et moins. Par contre, le plan d'action, ça reste quand même une démarche qui est obligatoire pour des entreprises de 20 travailleurs et plus, mais on va porter notre regard surtout sur les éléments qui sont obligatoires en vertu des entreprises qui comptent moins de 20 employés. Là. Pour ceux qui ne savent pas comment l'établir ou que c'est variable durant la saison, parce que des fois, il peut y avoir des changements saisonniers, mais la CNEST l'a mis à notre disposition une petite application qui sert à déterminer dans certains cas de figure le nombre d'employés euh, qu'on devrait évaluer dans l'année, de sorte qu'on puisse savoir dans quel cas on se place. Donc, maintenant, je laisse la parole à ma collègue Sandra pour qu'on puisse regarder le détail. Oui, donc le plan de la conférence ensemble ce midi. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'un plan d'action, c'est quoi son utilité, qui l'élabore, puis comment on s'y prend. Donc, si je prends la prochaine image, donc je l'illustre par une forêt, hein, parce que c'est pas si évident en forêt. Des fois, la progression peut paraître complexe, hein, c'est un peu ça aussi avec le plan d'action. Donc, c'est quoi cette patente obligatoire, hein, pour les entreprises? C'est ce qu'on va tenter de faire dans les 45 prochaines minutes. On va le regarder ensemble, plus en détail. On va essayer de vous le vulgariser pour vous le rendre, souhaitons-le, le plus accessible possible. Donc, le plan d'action dans mes mots, c'est un outil pratique pour identifier les risques, les actions concrètes, les suivis de ces actions-là. Donc, le but, c'est de le rendre, de le rendre dans notre milieu de travail toujours plus simple, plus sécuritaire. Mais bon, je passe à la prochaine slide. Il y a quelques requis que je dois vous mentionner. Donc, c'est exigé à toutes les entreprises comptant 19 travailleurs et moins, mon collègue vous l'a mentionné, peu importe le secteur d'activité. L'employeur a 1 an pour l'élaborer, le mettre en place. Ce délai a déjà débuté le 1er octobre 2025. Donc, au 1er octobre 2026, il devrait être là. Ou c'est un nouvel établissement secret, bien là, il va avoir à partir de ce moment-là 1 an. Il doit être mis à jour à chaque année. Donc, cela fait du sens, hein. Il faut un plan d'action, c'est des actions, il faut que ce soit un outil évolutif. Il faut le mettre à jour régulièrement en fonction d'un changement qu'il peut y avoir. Exemple, l'introduction d'un nouveau procédé, un nouvel équipement, une nouvelle méthode de travail. Et il doit être communiqué aux travailleurs. Communiquer, plan d'action, c'est vraiment qu'est-ce que ça implique? Ben, c'est d'informer les travailleurs de façon active. C'est quoi leur risque? C'est quoi leurs mesures préventives? Un port d'équipement, procédure d'urgence. Donc, c'est vraiment une façon d'impliquer tout le monde dans la prévention. On peut avoir plusieurs exemples, des petites réunions d'équipe, utiliser le ALSS, hein, l'agent de liaison en santé et sécurité, l'affichage en milieu de travail. Il y a plusieurs formes que ça peut prendre, capsule d'information. Dans le fond, pardon, on veut que le moyen qu'on a choisi, ça permette aux travailleurs de bien comprendre les risques, les mesures préventives et qu'ils l'appliquent dans leur quotidien. Donc, vous n'êtes pas seul, on est là, les conseillers. Vous avez beaucoup aussi de ressources disponibles, conseillers de la CNSST, les équipes de santé au travail. Il y a beaucoup de partenaires là, pour vous aider avec ça. Donc, je vous renvoie une autre question.
Avez-vous déjà élaboré un plan d'action? Donc, plusieurs réponses sont possibles. Évidemment, le plan d'action tel qu'on l'entend, ou tel que la CNSST l'entend, peut-être que pour certains d'entre nous, on pourrait trouver ça un petit peu, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas ce qui est requis, mais quand on parle de plan d'action, on parle quand même d'une démarche que l'humain, là, fait que si on regarde nous en tant que personne, on fait quand même passablement tous les jours. La question, c'est est-ce que c'est vraiment ce que je fais va correspondre à ce que la CNSST attend de moi? Il ne faut pas avoir de crainte par rapport à ça. Donc, je pose la question, par exemple, ABCDE, est-ce que j'ai déjà élaboré, ou dans quelles circonstances j'ai déjà élaboré un plan d'action? Donc, je reviens au plan d'action pendant que vous répondez. Qu'est-ce que je fais? C'est que j'établis quel est mon objectif. Après ça, je fais mes recherches et je commence à trouver de l'information par rapport à mes enjeux. Et après ça, je me fais un plan d'action. Donc, ça veut dire que je vais développer des trucs ou des ressources de sorte que je puisse résoudre mon enjeu. Ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai certification industrielle, on en a. Des rénaux, effectivement, ça reste une opération de tous les jours. Mais ceux qui pensent qu'ils n'en ont jamais fait, encore une fois, donc dans notre quotidien, on en fait toujours, peut-être pas aussi, je dirais, détaillé ou qui cadre avec les requis de la CNSST, mais on a quand même des outils de base pour le faire. En parlant d'outils de base, on va voir ça dans quelques minutes. Donc, qu'est-ce que le plan d'action? Quelle est son utilité? Puis, je vous repose une autre question. Vous ne s'ennuierez pas avec nous ce midi. En quelques mots, un mot en fait, en un mot, un nuage de mots, ce serait quoi les bénéfices pensés d'un plan d'action? On a la prévention, efficacité, suivi, amélioration, contrôlée. On a l'efficacité qui ressort, qui a 3 votes pour ce mot-là. Visibilité, structure, meilleure organisation. Avec son utilité ou encore les bénéfices d'avoir le plan d'action, c'est pas juste la conformité légale, éliminer ou réduire le risque, hein, comme la CNSST le mentionne. Le plan d'action va aider à recenser les risques, identifier, prévoir des mesures de prévention à mettre en place, faire le suivi, mettre en place d'autres mesures de contrôle de risque, informer les travailleurs sur les risques, comme j'ai mentionné. Donc, tout ça, c'est d'excellentes réponses. C'est pour ça qu'on voulait vous les faire ressortir. Donc, au-delà de la simple sécurité physique, hein, un bon plan d'action, ça va apporter des bénéfices parfois même invisibles, mais super puissants pour le quotidien là, dans l'organisation. Donc, ça a toute son utilité. Maintenant, qui l'élabore ou qui devrait l'élaborer? Donc, l'employeur, superviseur, chef d'équipe, maintenance, travailleur, l'agent de liaison santé et sécurité. Donc, comme ici, on met un gros plan, donc le plan d'action va être élaboré, bien sûr, l'employeur, l'agent de liaison, mais on veut que ce soit un partage des responsabilités, hein, c'est un élément de base en prévention. Chacun son rôle, chacun ses responsabilités. La participation de tout le monde est essentielle. Les travailleurs, la maintenance, superviseurs, comme on le voit ici. Tout le monde est en mesure d'identifier les risques, de proposer des solutions adaptées à la réalité qu'ils connaissent, leurs tâches, le milieu de travail. Donc, le fait que tout le monde participe, c'est vraiment ça qui va aider. Puis, le fait que ce soit différentes personnes, c'est qu'on va avoir beaucoup de points de vue, de perceptions qui vont nous aider à avancer. Donc, c'est vraiment excellent pour susciter l'engagement de tout le monde en santé et sécurité. Donc, vrai ou faux, la CNEST, elle impose un format pour le plan d'action. Donc, la question sous-jacente, c'est, si on pourrait l'interpréter, c'est on pourrait aller sur le site web de la CNEST, on pourrait trouver un document maître qui nous permettrait de regarder ça, comment on fait ça. C'est quoi les cases à remplir, par exemple. Vrai ou faux? Effectivement, il y en a qui sont déjà bien informés, c'est vrai. C'est pas, elle n'impose pas un format, mais elle impose un contenu, par contre, tel que stipulé dans le règlement sur les mécanismes de prévention et de participation à l'établissement. On pourrait appeler le REMP. Donc, le contenu minimal, ça reste du plan d'action, là, ça reste qu'on doit avoir une démarche de prévention. La démarche de prévention, c'est identifier, corriger, contrôler les risques, donc ICC. Puis, dans ces risques-là, il va y avoir comme 3 grandes classes de familles, pourrait-on dire. Il y a des risques à la santé, comme, disons, le bruit, le risque à la sécurité, comme la sécurité machine ou le travail en espace clos. Mais il y a aussi le risque psychologique qu'on va aborder aussi en toute fin de présentation, comme par exemple le harcèlement en milieu de travail. L'autre volet, c'est l'organisation de la prévention. Moi, je le vois un petit peu comme le volet administratif de la prévention, c'est-à-dire que je vais faire connaître les risques, donc je vais informer mon personnel sur les mesures à prendre en prévention,
Puis donc, pour toutes les activités de l'établissement. Puis je vais former aussi sur les risques spécifiques. Ça devient peut-être un petit peu plus particulier. Les risques spécifiques, disons que je nettoie une surface en acier, là, puis je nettoie ça avec de l'acétone. Je prends de l'acétone pour nettoyer ça. Bien, oui, on peut présumer que les employés ont suivi la formation Sinusite, mais c'est pas ça vraiment qui va être la clé là-dedans, c'est de savoir que l'employeur reconnaît que l'acétone, c'est un produit dangereux, puis qu'il doit aussi le gérer intelligemment. Que ce soit par, mettons, l'utilisation de procédures ou d'instructions de travail qui pourraient dire, voici la quantité à mettre, voici comment on se protège, voici c'est quoi la durée d'exposition que je vais trouver tolérable dans mon milieu de travail. Donc, au-delà de la simple conformité réglementaire qui serait sinusite, je dois aussi, en tant qu'employeur, déterminer les paramètres qui vont faire en sorte que je peux travailler de façon sécuritaire. Donc, chacune des équipes, évidemment, qui va avoir à être sujet exposé à ce produit-là. Mais maintenant, dans le détail, on fait ça comment? Exactement. Comment on s'y prend? Donc, comme ici, hein, on vous montre un escalier. On va y aller comme le plan d'action, une marche à la fois, une étape par étape. Donc, on va d'abord choisir l'équipe, selon si on est une entreprise de 2 travailleurs versus 19 travailleurs, comme on vient de le voir précédemment. Ensuite, on va débuter la démarche de prévention qui va se entrecouper de 3 autres sections, donc l'identification des risques qui vont affecter la santé et sécurité des travailleurs, les risques chimiques, physiques, ergonomiques, psychosociaux, au travail, tout ce qui peut affecter la sécurité des travailleurs. Ensuite, la partie correction, donc les mesures, les priorités qu'on va mettre en place pour éliminer ou à défaut contrôler nos risques. Puis ensuite, le contrôle, donc les mesures de surveillance, d'évaluation, d'entretien, de suivi qu'on va mettre en place pour s'assurer que les risques identifiés et corrigés, bien sûr, vont demeurer dans le temps. Puis, dernière marche, organiser tout ça, la prévention, encore une fois, divisé en plusieurs étapes, moyens, équipements de protection individuelle, information, formation, politique pour l'harcèlement psychologique. Puis, on s'est permis aussi d'ajouter des points incontournables comme les secouristes, le plan de sécurité incendie. Donc, on va voir ça en détail. Donc, première étape, identification. Donc, dans la démarche de prévention, la première chose que je dois faire, c'est identifier mes risques. C'est quoi les méthodes pour identifier? On va regarder les méthodes, mais on va aussi essayer de parler de la méthode, de la façon d'identifier des risques, à quoi ça sert. Donc, l'identification des risques, oui, et regardons ça. Avant de parler plus précisément, justement, on va parler de repérer et inventorier les risques en milieu de travail, donc qui sont présents, de sorte qu'on puisse identifier les causes, ce que c'est qui pourrait entraîner un accident, une blessure ou une maladie professionnelle. C'est aussi de déterminer les endroits où ces risques-là, où ces facteurs de risque se retrouvent dans mes activités ou peut-être plus largement juste dans le cadre de mon usine. Bon, ça se fait en listant par écrit. On pourrait faire ça par écrit parce qu'avoir une trace écrite au départ, c'est souhaitable, mais en l'ayant par écrit, ça nous permet de rien oublier ou du moins oublier le moins possible. On va faire aussi attention aux expressions du genre « on ne s'est jamais blessé comme ça, donc ça ne doit pas être si grave que ça » ou « on a toujours fait ça comme ça, je ne remettrai pas en question de la façon que c'est fait ». Donc, on parle d'objectivité ici. Quand on liste les éléments, mais aussi on doit avoir un état d'esprit qui est un petit peu objectif, c'est-à-dire qu'on est capable de prendre un pas de recul puis d'identifier vraiment les choses qui seraient intéressantes à traiter sur le plan de santé et sécurité. On doit rendre cette information-là accessible, c'est-à-dire que si j'identifie un nouveau risque là, qui vient d'apparaître sur mon radar, je sois capable d'en informer rapidement mes travailleurs. Puis, on fait, comme Sandra l'a dit, et tout ce qu'on va faire aussi ensemble aujourd'hui, c'est on va faire une mise à jour périodique. Donc, s'il y a des paramètres qui changent dans l'usine en termes de production, je rentre des nouveaux produits, j'achète un nouveau chariot élévateur ou un de plus dans une zone de travail, bien, ça se peut que ça influence aussi la façon que le risque va être vécu en entreprise. Donc, pour les activités normales, c'est quand même, ça semble aller de soi. Notre problème, c'est plus pour les activités qui sont moins normales. Comme, disons, on utilise une machine, puis à l'occasion, elle coince. Bien, coincer, c'est peut-être fréquent ou peut-être pas tellement fréquent, mais c'est normal quand même, mais pas fréquent. Donc, il faut aussi que je trouve comme employeur une façon de répondre à cette situation-là, mais de façon sécuritaire. Parce que là, si la machine elle coince, c'est probablement parce qu'elle fonctionnait. Donc, il y a peut-être des éléments de santé et sécurité additionnels qu'il va falloir qu'on prenne compte.
D'autres choses qu'on voit en entreprise, enfin qu'on ne voit pas en entreprise, des fois, c'est qu'on laisse en plan la présence des sous-traitants. On ne traite pas la présence des sous-traitants comme étant une extension de mes employés. Pourtant, ça se passe chez moi. Je suis responsable des risques dans mes établissements. Donc, si j'envoie des sous-traitants sur le toit, moi-même, je dois avoir inventorié mes risques et je dois avoir pris des mesures pour sécuriser les lieux. Donc, l'accès aux sous-traitants, pour que les sous-traitants puissent accéder à la zone de travail. Donc, ça reste aussi ma responsabilité. Si on pourrait parler aussi de certains éléments comme je fais du service à la clientèle, donc j'ai une équipe d'installation qui fait des travaux à l'extérieur de mon usine, qui s'en va chez des clients sur des chantiers, par exemple, ben, je dois m'assurer que l'entreprise qui va accueillir mes employés soit en mesure de protéger mes travailleurs aussi bien que moi je le fais, ou sinon préférablement même mieux. Il y a peut-être des choses, des activités de travail occasionnelles comme aussi banalement que passer le balai, bien, si on est dans les changements de saison, les portes sont toujours ouvertes dans ma zone de production, il peut y avoir des rongeurs, des bestioles qui rentrent chez nous, bien, les excréments, ça, c'est à traiter, puis ça peut causer, mettons, des risques biologiques. Bon, il y en a plein comme ça. Les fumées de soudage, on travaille avec les secteurs métallurgie et du métal, donc le plaquage, la découpe, le polissage, tout ça, ça génère des contaminants dans l'air, donc il faut en tenir compte aussi. Donc, je reviens à mes deux méthodes. Ce pas des méthodes qu'on suggère, c'est des méthodes qu'on vous présente. La première étant ITEM, qui fait référence à 4 catégories de facteurs de risque qu'on va retrouver en entreprise, puis une méthode dont découle le modèle de Bird, la méthode que Bird a utilisée. Frank Bird, c'est un statisticien qui a travaillé pour une compagnie d'assurance dans les années 50-60. Il est mort en 2009, début du nouveau millénaire. Et puis, il avait, pour aider son équipe à identifier des facteurs de risque, il a développé un certain catalogue de questions. Et on pourrait utiliser ces questions-là. Ils ont l'avantage d'être très proches de l'humain, en fait, parce que la compagnie d'assurance pour laquelle il travaillait, ben, il indemnisait des accidents de travail aussi. Donc, c'est un petit peu comme ces deux petits modèles-là qu'on pourrait vous présenter. Donc, l'approche de Bird est vraiment centrée, comme je le disais, sur le travailleur. C'est très, très à l'échelle humaine. C'est très facile à mettre en œuvre. La question principale qu'on va se poser, c'est comment je peux me blesser? C'est assez intuitif. On va se poser la question, effectivement, comment je peux me blesser? De quelle façon? Les façons qu'on pourrait illustrer, c'est est-ce que je peux me faire écraser, pas dans le sens de coincer, écraser contre ou avec une surface? Est-ce que je peux être brûlé, mis en contact avec quelque chose qui n'est pas bon pour moi? Donc, me faire lacérer, piquer et rafler. Voyez-vous, donc c'est très centré, encore une fois, sur l'humain. De l'autre côté, il y a des paramètres que je pourrais qualifier d'un peu plus environnementaux, qui sont peut-être un petit peu moins faciles à saisir si on parle de sources électriques. C'est quoi un champ magnétique ou un champ électrique qui pourrait être dangereux pour ma santé ou pour la santé d'un travailleur qui est affecté par ça? Est-ce que je travaille dans des milieux de température extrême, du bruit intense, du rayonnement? Si j'ai une machine laser qui coupe du métal, est-ce qu'il peut y avoir des émissions de rayonnement qui sont importantes? Donc, encore une fois, assez intuitive. Si, disons, je parle de j'ai un travailleur qui s'affaire dans une cellule de travail, puis il y a des chariots élévateurs ou un chariot élévateur là, qui passe dans le voisinage. La façon d'approcher le problème, ou une façon qu'on pourrait poser la question, c'est de quelle façon le travailleur pourrait se faire blesser par le chariot élévateur ou par le cariste là, qui sera en charge du chariot? Ben, il pourrait peut-être être frappé par le chariot, par une distraction. Le chariot est dans le chemin, finalement, littéralement. Est-ce que je pourrais être distrait par la présence, juste le savoir que je l'ai à côté de moi pourrait entraîner une distraction s'il passe trop proche? Est-ce que je pourrais être intoxiqué par les fumées de combustion, là, ce qui dégage du moteur, dans mesure où il est à propane, avec les roues qui pourraient soulever de la poussière. Donc, ça, c'est le genre d'approche que Bird pourrait facilement identifier. Donc, en se posant ces questions-là, il l'approche par rapport aux travailleurs. Petite mise en garde ici, comme je le disais, on a tendance à notre réflexe en tant qu'humain puis opérateur, c'est de travailler sur des risques, voir facilement en fait les risques physiques. Donc, une machine qui fonctionne mal ou un chariot dans ma zone de travail, c'est assez facile à identifier. On se trompe rarement là-dessus. Là où ça devient plus difficile, c'est
les rayonnements, les vapeurs nocives ou toxiques qui pourraient émaner de notre procédé, des fois, on est peut-être un petit peu moins vigilant là-dessus. Donc, je vous invite toujours, encore une fois, à un certain degré de vigilance quand on utilise Bird. Si je parle de la méthode ITEM, la méthode ITEM, je parlais justement de 4 éléments, facteurs de risque en entreprise. Bon, il y a l'individu, donc les 4 lettres, là, l'individu, tâche, équipement et milieu. Ça nous permet, en fait, ce sont des cartes de contrôle. Chacune de ces cartes-là a certains facteurs de risque dedans. Donc, ils vont venir m'aider à comprendre un petit peu les facteurs qui entourent la réalisation d'une tâche ou d'un environnement de travail. C'est j'ai l'impression que la CNEST a beaucoup orienté son travail dans cette direction-là, donc en utilisant l'approche ITEM, parce en tout cas, de la façon que je vois le site, de la façon qu'il construit les commentaires, ça a l'air d'être construit de cette façon-là. Les gens de la CNEST, s'ils sont là, pourront toujours me dire que j'ai tort et j'accepte très bien, mais je trouve que ça colle bien à l'utilisation de ITEM. Donc, de la façon que je le verrais, c'est, disons que je regarde un poste de travail puis je note tout ce que j'observe. Mais des fois, on se fait noyer par l'information. L'avantage de ITEM, c'est que je vais pouvoir segmenter mon point de vue, de regarder différents éléments un après l'autre. Si, par exemple, je vous donne l'exemple, vous avez un exemple ici qui est l'individu. Ben, je pourrais m'attarder à sa mauvaise posture ou une posture que je pourrais trouver pas soutenable à long terme. Au niveau de la tâche, est-ce que j'ai des tâches répétitives ou avec des charges excessives, des rotations de tronc, quoi que ce soit? Au niveau de l'équipement, est-ce que j'ai des machines qui opèrent sans protecteur? Est-ce que j'ai un bruit ambiant, donc dans le cas du milieu, est-ce que j'ai un bruit ambiant élevé ou un éclairage inadéquat? Donc, voilà. Maintenant, si on met l'accent sur l'individu, on va ouvrir une carte de contrôle. Pour l'individu, ça va ressembler à ça. Ce sont des éléments, encore une fois, sur lesquels je vais porter mon attention pour voir si ça s'appliquerait dans ce milieu de travail, dans mon milieu de travail. Puis ça va me permettre, encore une fois, d'identifier, de qualifier le travail, de sorte que je puisse voir si l'individu pourrait être à risque éventuellement d'une blessure par rapport à son occupation. Donc, comment ça se lie? Ben, je pose la question. Est-ce que l'individu, quand je le vois travailler ou connaissant le poste qui est réalisé, est-ce qu'il pourrait y avoir un manque de formation, une formation inadéquate, incomplète par rapport à la tâche réalisée? Est-ce qu'il est possible que mon travailleur soit fatigué, distrait, stressé psychologiquement pour une raison qui lui appartient ou qui m'appartient à moi, donc, ou un port inadéquat de pays? Donc, voyez-vous, ça m'aide un petit peu dans cette analyse-là à lever les lièvres. J'attire votre attention sur 2 éléments qui sont colorés. Donc, voyez-vous qu'il y a une pastille bleue et une pastille orangée. Ces pastilles-là renvoient à je vous dirais, des priorités ou des axes prioritaires pour la CNSST. Ces 4 axes-là se retrouvent dans le bas de la page. Donc, les cibles de tolérance zéro, les risques prédominants, les clientèles particulières et les risques émergents. Bon, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Vous pouvez aller sur le site de la CNES, vous pouvez googler les mots là, tolérance zéro, CNSST, puis vous allez les avoir. Si on parle de mauvaise posture, voyez-vous, les cartes, les principes qui sont sous-jacents dans ces cas-là d'axes prioritaires vont se retrouver un petit peu décrits plus ou moins précisément par justement les cartes dans les cartes items. Si je dis clientèle particulière, c'est une appellation de la CNSST. Si on faisait une recherche et qu'on googlait ça, on trouverait que parmi ces clientèles particulières-là, il y a des jeunes travailleurs. Si moi j'engage des jeunes travailleurs de moins de 24 ans ou 24 ans et moins, je dois prendre des dispositions particulières pour ces travailleurs-là. C'est ça qui aide l'analyse, c'est l'approche ITEM. Donc, le site de la CNEST est très riche en informations, mais il n'y a pas juste ça. Il y a plein de choses, il y a plein de sites ou de sources d'informations et Sandra va nous en parler. Oui, et je relance une question. Dans votre entreprise, quelles seraient les sources d'informations pour identifier vos risques? Est-ce qu'il y aurait une autre façon de le voir que les méthodes d'identification en tant que telles? Travailleurs, analyse, programme, observation, enquête. On a un rapport. Merveilleux. Merveilleux. Vous m'enlevez ma prochaine slide. Donc, il y a beaucoup, hein, vous les avez cités, vous le savez déjà. Donc, déclaration d'incidents, d'accidents. On peut consulter les données statistiques, hein, des accidents survenus.
comme moyen de prévention, les tâches, les équipements changent, hein. Fait qu'on recommande de prendre en considération les événements qui sont survenus peut-être 4-5 ans derrière. Rapport d'inspection, commentaires, suggestions du personnel, les programmes de prévention, programmes de santé, hein, vous familiariser avec les risques spécifiques de votre milieu, moyens de prévention, les lois, les règlements, toujours comparer avec qu'est-ce qui est et qu'est-ce que vous avez en place. Donc, au-delà de ça, vous avez écrit comme réponse? Plusieurs sources, mais la source à consulter, c'est vraiment les travailleurs qui exercent leurs tâches, hein. Ils sont une source eux-mêmes d'informations, les chefs d'équipe, superviseurs, comme j'ai mentionné, hein. Le but, dresser une liste de nos risques pour ensuite déterminer les priorités. Donc, Madame. oui. Je vous relance une autre question. Quels risques vous allez traiter en premier? Hein, les plus graves, les plus fréquents mais mineurs, donc ils reviennent souvent, les plus faciles à gérer, pourquoi pas, ou ben, ceux qui sont rapportés, hein, qu'on mentionne à notre agent de liaison le plus souvent. Donc, il faut faire des choix. On ne peut pas tous les faire en même temps. Par quoi on commence? Comment on établit notre priorisation? Donc, chacun a ses points forts. On pourrait choisir de régler, hein, comme vous avez mentionné, les plus faciles en partant, puis travailler ensuite là, sur les plus souvent rapportés, tout dépendant de l'effet qu'on veut obtenir, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je veux montrer la volonté, notre engagement en tant qu'entreprise. Je vais faire un projet qui touche le plus grand nombre de travailleurs possible. Ou en bon français, je pourrais même dire, je priorise mes priorités. Donc, si je veux favoriser des petites équipes, ben là, ça va me permettre de travailler ou de traiter plusieurs dossiers simultanément. Donc, priorité de planifier dans le temps pour favoriser la prise en charge. Donc, vous voyez, il y a quand même plusieurs choses. Donc, la priorité des actions, ça consiste vraiment à déterminer mon ordre dans lequel je vais mettre mes mesures de prévention en place, les corriger dans mon milieu. Je reviens avec ma forêt, j'ai mon chemin, je suis en train de le tracer, mais il faut que je reste flexible. Donc, j'ai établi mes priorités, mais il peut arriver des fois des situations, des risques, des facteurs. Donc ici, ben, il se met à pleuvoir. J'ai un orage pendant ma randonnée. Ben, il faut que je me réajuste. J'ai la visite d'un inspecteur de la CNSST qui, lui, me met cette tolérance zéro-là. Ben, je vais peut-être tasser mes priorités, puis je vais y aller avec ces nouvelles-là. Donc, il y a quand même une flexibilité aussi dans mes priorisations que je dois avoir. Donc, on suit la démarche. On a essayé de mettre en ordre les priorités, celles de la CNSST, les nouveaux événements, en utilisant aussi les outils que mon collègue vous a présentés, Item, Bird. Donc, on va s'engager dans la voie de la correction. Comment s'y prendre? Je laisse mon collègue vous en parler par des exemples. Un petit cas. Disons qu'on fait une tournée, puis qu'on a identifié une absence documentable de formation à la tâche et des anomalies de sécurité machine. Bon, si on se rappelle, il y a quelques minutes, on a vu les pastilles de couleur. Dans la barre en bas, il y avait une qui s'appelle tolérance zéro de la CNSST. Ben, comme dirait son nom, la tolérance zéro, la CNSST n'a aucune tolérance pour ça. Donc, là-dedans, il y a les risques machines. Donc, pas de chance, ça devient donc notre priorité. On fait donc l'analyse des éléments qui sont défaillants par rapport à la machine. Donc, il manque des arrêts d'urgence, des protecteurs fixes sont absents, enlevés ou je ne sais trop. On doit travailler sur le périmètre de sécurité parce que le mois passé ou l'année dernière, on a rajouté des machines, ce qui a enlevé un petit peu de périmètre de sécurité qui est maintenant trop à l'étroit. Puis il y a des éléments administratifs, là, comme je le disais tout à l'heure, ce que j'évoquais, c'est-à-dire des procédures ou de la formation ou des preuves documentaires qui sont pas complètes. Donc, comment je vais travailler avec ça? Ben, je pourrais, ce qu'on vous suggère en fait, c'est de les répertorier puis de les mettre sur une grille. Présenter, on les défile et on les met sur une grille. Maintenant, qui va en être responsable? Certaines personnes, avec des échéanciers, je vous dirais peut-être de mettre les échéanciers de sécurité machine le plus rapproché possible, mais des fois, il y a des circonstances qui font que c'est plus ou moins possible. Fait qu'on voit aussi que sur la grille, il y a plusieurs personnes qui participent à régler le problème, ou du moins à contribuer à le faire avancer. Ce qui est intéressant, c'est que là, on doit coordonner le travail de chacun en fonction des échéanciers qui ont été trouvés. Ça, c'est pour la sécurisation d'un équipement particulier.
La dernière partie, c'est qu'une fois qu'on a identifié les mesures de correction, ben, on doit les contrôler. C'est quoi du contrôle? Ce sont des mesures de surveillance, d'évaluation, d'entretien, du suivi qui permettent de s'assurer que les risques qui sont identifiés sont éliminés ou à tout le moins contrôlés, là, et que ces mesures-là restent toujours en place. Parce que des fois, c'est pas toujours ça qui se passe. Donc, si on parle des éléments qu'on a trouvés tout à l'heure, ben, on pourrait parler, disons, de l'installation des systèmes d'arrêt d'urgence. Bon, système d'arrêt d'urgence, je ne suis peut-être pas qualifié pour réparer ça et peut-être ou de l'installer, d'en créer un, parce que ma machine était vieille. Puis peut-être que mon électro qui est à ma disposition, il ne peut pas non plus le faire. Je fais affaire avec une firme externe. Je reste quand même dans l'obligation de le faire, même si je ne peux pas le faire moi-même. Il faut que je me trouve des personnes qui vont être candidates à faire ça, probablement une ressource externe, mais ça n'empêche pas que c'est moi qui ai la maîtrise d'œuvre. Donc, la mesure de surveillance, c'est qu'une fois que mon système a été installé et que ma correction est faite, je dois m'assurer que cette mesure-là va rester en place. Pas le laisser peut-être briser, accroché par le chariot élévateur, puis de ne pas procéder au remplacement ou à la réparation. Donc, pour s'assurer que cette démarche-là est complète, qu'elle va rester dans le temps, ben, je pourrais dire, je vais faire un test. Donc, à chaque jour avant de mettre en marche la machine, je vais tester l'arrêt d'urgence. Et je vais avoir une trace écrite. Donc, je vais avoir un petit bordereau qui me dirait, ben, quand je pars la machine, l'opérateur doit faire un certain nombre de manipulations sur l'appareil avant de le mettre en marche. Donc, tester le fonctionnement de l'arrêt d'urgence et aussi de l'installation de la présence, en fait, du garde qu'on a utilisé tout à l'heure, donc le protecteur fixe. Donc, est-ce qu'il est toujours en place? Est-ce qu'il est toujours bien fixé sur le bâti? Et toutes ces démarches-là. Je pourrais revoir certaines méthodes de travail qui diraient au chariot élévateur, ben, au cariste, de passer un peu plus loin, de se tenir loin de cette zone-là, de demander à mon travailleur de bien nettoyer sa zone de travail avant de mettre en marche la machine. Donc ça devient plus administratif. Je pourrais, puisque j'ai changé mes procédures ou mes instructions de travail, ben, je serais rendu à m'assurer que je le mets aussi dans mes nouvelles procédures, de sorte que si je fais de la formation, que je le répète. Parce que ce que je veux, c'est que les nouveaux, que les nouveaux gardent à l'esprit qu'on doit préserver ces nouvelles méthodes-là. Donc, c'est un petit peu comme dans cette démarche-là que ça s'inscrit. Encore une fois, trace écrite, bien important, et je dois aussi avoir, je vous dirais, une autorisation, donc un déclencheur qui me permettrait de remettre en marche la machine. Donc, j'ai testé mon système d'arrêt d'urgence, par exemple, pour revenir à cet exemple-là. Je me suis assuré sur un bordereau de travail que je l'ai fait, donc check the box, et je remets ça à mon superviseur qui va autoriser la mise en route de l'appareil, la mise en marche. Donc, ça se ferait, mettons, au quotidien, à chaque quart de travail, à chaque fois que la machine est lancée. Donc, voyez-vous, il y a ces échéanciers-là ou ces fréquences-là vont être déterminées à l'interne en fonction du degré de contrôle qu'on veut mettre sur la chose. Donc, voilà, c'est aussi simple, ça pourrait être complexe dans l'application, mais en termes de cheminement, c'est pas tellement complexe. Quand on parle de formation, il ne faudrait pas penser qu'on parle toujours d'une formation rigoureuse, c'est-à-dire j'assois un travailleur pendant 3 heures, 4 heures à se taper une formation structurée, complexe. Ça peut vouloir dire ça, mais c'est pas ça que ça dit. Le compagnonnage pourrait être aussi une formation tout à fait adéquate là, dans les circonstances. Opérer une machine, des fois, il y a certains éléments qui sont complexes, mais certains éléments comme l'opération en tant que telle n'est pas si complexe. Faire appel à un compagnon mentor, à une structure compagnon mentor est très bonne, mais trace écrite. Qui était là? C'était qui le binôme? Combien de temps qu'on a été sous la supervision de notre mentor? De telle date à telle date? Voyez-vous, ce genre de production aussi, des fois, ça pourrait être ça. Le type de production qu'on a fait. Voyez-vous, il est important de garder ça à l'esprit, qu'on doit avoir une trace écrite. Maintenant, cette preuve documentaire-là, on doit la faire vivre et Sandra va nous en parler. Oui, je vais y aller avec deux images de 2 boucles, puis je vais y aller avec le mot du jour, pérennisation. Ça veut dire qu'on veut que les choses restent dans le temps, ou même la permanence des correctifs, si j'utilise le mot pour mot de la CNSS. Bon, est-ce que notre démarche de prévention fonctionne dans cette boucle-là? À chaque fois que j'identifie un risque, je devrais avoir le réflexe d'aller dans le règlement. Est-ce qu'il y a des exigences réglementaires en lien avec ce risque? Je dois les respecter. Je devrais aussi vérifier si on a besoin d'une procédure de travail.
Est-ce qu'elle est adéquate si j'en ai une? Ensuite, je continue ma boucle. Est-ce que pour contrôler ce risque, on a besoin de mettre en place la formation des travailleurs? Je poursuis. Avons-nous les modifications ou des ajustements à faire de notre équipement ou de notre environnement de travail? Donc, c'est vraiment ça ma première boucle. Ma seconde boucle, ben, c'est vraiment ça. Mesures de surveillance, donc supervision. Là, je vous lance vraiment plein de choix d'exemples. Supervision, inspection, prise de mesures d'instruments, échantillonnage. Hein, il y a beaucoup de choses. Ensuite, mesures d'évaluation. J'analyse, j'interprète les données qui peuvent permettre de connaître mon niveau d'efficacité des mesures de prévention. Mesures d'entretien, donc comme l'entretien préventif. Ça vise à identifier mes problèmes en prévention, par exemple une panne, situation dangereuse, avant que ça survienne. C'est des choses qu'on peut planifier, qu'on réalise à certaines périodes spécifiques ou avec des critères spécifiques, tout dépend. Ensuite, ben, mesures de suivi. Hein? Donc, les actions visant le suivi, les mesures de prévention. On prend l'exemple, souvent on le voit en entreprise, un garde qui est installé 2 semaines plus tard, on y retourne, je regarde mon collègue, et il n'est plus là. Donc, c'est l'exemple classique, ça arrive. Donc, c'est une façon de faire le suivi. Donc, je reprends mes marches d'escalier. On est rendu à ma dernière en haut. Donc, on l'a vu, on a monté l'équipe projet, on a identifié les risques, plusieurs risques, on va les régler un par un, la correction, le contrôle, puis on se trouve une façon de le faire à long terme. Donc, ma dernière marche, j'organise la prévention. Donc, on couvre tous ces points-là que je lis avec vous. Donc, à court terme, ben, on peut sélectionner des équipements de protection individuelle. Toutefois, je veux que vous gardiez en tête, c'est des moyens de dernier recours. On doit toujours tenter d'éliminer, de contrôler le danger à la source. On va regarder l'information, la formation. On va regarder avec mon collègue la politique de prévention des situations à risque, des situations de harcèlement au travail. On va mentionner aussi la CNSST exige aussi la présence de secouristes. On exige aussi le plan de sécurité incendie. C'est des obligations légales aussi qu'on doit rentrer dans notre plan d'action éventuellement. Donc, on va regarder chacun de ces points-là en détail. J'y vais, gestion des équipements de protection individuelle, là, des fameux EPI. Donc, je prends l'exemple d'un équipement de production qui projette des éclaboussures. Hein? On pourrait porter des lunettes, on pourrait faire porter des lunettes aux travailleurs, mais est-ce que c'est le bon équipement? Hein? C'est pas parce qu'on a un équipement que c'est le bon. On voit souvent ça aussi en muséum. Donc, il pourrait être aussi possible de mettre une visière pour protéger le visage au complet. Encore là, est-ce que c'est adéquat par rapport au danger? Adapté au travail, danger-risque. On pourrait donc aussi décider d'aller voir dans la FDS, la fiche de données de sécurité du CIMDUT, pour connaître le produit, ses propriétés. Selon les informations qu'on lit dans la fiche, on pourrait installer plutôt un protecteur qui empêche les éclaboussures d'atteindre le travailleur. Donc, manuel d'utilisation FDS. Conforme aux normes. Donc, en attendant que le protecteur soit installé, on commande des lunettes. Attention, encore un petit piège, il faut choisir le bon. Si je prends un modèle de la norme américaine ANSI, comme des fois les vendeurs nous donnent, alors qu'ici, pour être conforme, c'est la CSA Z94, tel que demandé de notre réglementation. Donc, c'est des petits détails des fois. Donc, on fait apparaître que la CNSST a mis à disposition un guide pour aider les entreprises pour ce genre d'évaluation-là. Il va être transmis aussi à la fin de la conférence. Ensuite, donc, il dit EPI, savoir pour chaque travailleur quel équipement de protection il a besoin. Bien, ça veut dire sous forme de tableau. Donc, on peut faire un fichier Excel, on va vous en envoyer un outil par courriel, mais vous pourriez aussi choisir de le faire vous-même. C'est autant de possibilités là, avec ce type d'outil-là. Et puis, donc, le plan d'action doit également inclure l'information, renseignements à transmettre aux travailleurs. Donc, en lien avec les risques qui sont exposés. Donc, ça peut être dans un exemple d'un morning meeting, donc une rencontre santé-sécurité en début de quart de travail. Encore ici, on montre un autre tableau. Donc, on choisit les formations, l'information, on montre un petit registre
Comme on l'a mentionné aussi depuis le début, c'est important de garder des traces pour une traçabilité de qu'est-ce qu'on fait. Ensuite, je pense que je suis sûre de ne pas rien oublier. Donc, comment on communique l'information? Voici quelques façons, donc processus d'accueil, accompagnement, mentorat, entraînement à la tâche. Si je vous dis le mois prochain, même heure, une webconférence sur l'entraînement à la tâche pour vous aider si vous avez besoin. Mais qu'est-ce qu'on communique? Rien n'oblige de communiquer le plan d'action dans son ensemble au complet. On peut y aller par thème. Il y a vraiment plusieurs façons de faire. Y aller aussi avec une fréquence. L'important, c'est de communiquer, je vous dirais, chaque jour, régulièrement sur la santé et sécurité. Plus on en parle, plus les bénéfices vont se faire sentir. La prévention. Santé psy. Donc, Sandra l'a amené dans le dernier élément. Il faut parler de la prévention des situations de harcèlement psychologique en milieu de travail. Donc, la CNES, elle impose aux employeurs de prévenir le harcèlement psychologique en milieu de travail par une politique qui est obligatoire, qui est accessible et claire. Ça inclut un processus de plainte, des mesures de protection et des formations. L'objectif étant évidemment de protéger la santé psychologique du personnel, puis prévenir le harcèlement ou la violence en milieu de travail. La politique doit permettre à un travailleur de savoir comment l'employeur va identifier et contrôler ses risques, en fait, de la même façon que nous, on l'a fait précédemment, en toute situation, sur les lieux de travail, mais aussi lors des activités sociales qu'il organise. Donc, party de bureau, c'est une responsabilité de l'employeur. L'employeur doit aussi indiquer donc les programmes d'information et de formation spécifiques à la prévention du harcèlement psychologique pour tous les travailleurs, dont les personnes, donc aussi les personnes qui sont désignées par l'employeur pour la prise en charge de la plainte ou du signalement. On doit prévoir des mécanismes pour porter plainte ou pour signaler à l'employeur des situations dérogatoires. La politique doit être suffisamment claire pour qu'un travailleur qui fait face à une situation de harcèlement puisse lire la politique et saurait comment la situation serait prise en charge. Donc, ça va un petit peu de soi parce que je dois préciser que c'est pas tout le monde, mettons, qui pourrait prendre le temps de lire la politique si la politique n'est pas écrite dans un français clair. Puis ça se pourrait aussi d'ailleurs que le personnel ne comprenne pas nécessairement bien la lecture de cette politique-là. Bien, si je devais aller voir des collègues de travail pour dire hey, comment on fait ça, une plainte ou un signalement, bien là, c'est comme je suis en train de vendre la mèche que moi, j'ai quelque chose à reprocher à quelqu'un. Donc, il faut que ce soit, pour préserver la confidentialité, je dois m'assurer que tous les gens comprennent bien le mécanisme sans nécessairement le lire, sans que ça pourrait exclure en fait la lecture complètement. Donc, on pourrait trouver dans la politique le nom des personnes qui sont désignées pour recevoir et prendre en charge les plaintes, des mesures qui visent à protéger les personnes qui vivent cette situation de harcèlement-là et qui ont collaboré, et celles aussi qui ont collaboré à l'enquête ou le signalement, ou tout le processus de documentation. Les documents qui sont générés aussi doivent rester confidentiels dans tout le processus. On doit conserver les documents, les enregistrements et autres. Enregistrements, quand je parle c'est des preuves documentaires, là, on doit garder ça confidentiel pendant 2 ans. Donc, tous les documents, les échanges, courriels et tout. Donc, ça, 2 ans protégés. On pourrait sauter sur une occasion, disons que dans le milieu de travail, quand ça va bien, ça va bien. C'est généralement ça qui est la règle. On ne se pose pas de questions. Vous avez 2 conjoints qui forment un couple dans la vie de tous les jours, qui travaillent à la même entreprise, puis un des deux a une relation d'autorité sur l'autre. Encore une fois, tant que ça va bien, ça va bien. On ne se pose pas trop de questions. C'est si quand ça commence à y avoir des brouilles à la maison ou des brouilles au travail, comment on gère ça comme employeur? Donc, il ne faut pas toujours attendre que la situation se présente pour dire « Hey, ça me prendrait une politique ». Il faudrait qu'on y pense déjà, de sorte que, puisque la politique va déjà avoir été sur pied, créée avant qu'une situation dérogatoire se produise, bien, si c'est fait a posteriori, là, ça pourrait donner l'impression que l'employeur est en train de prendre position pour un ou pour l'autre. Donc, si les règles sont déjà connues avant la situation, c'est beaucoup mieux. Je pense que le temps nous permet aussi de parler d'une anecdote, en fait, qui m'a été racontée, qui consiste en un ado qui venait voir sa mère au travail pour lui demander de l'argent. Il allait de façon très insistante, puis le volume montait, puis ça déstabilisait la mère qui, elle, après ça, doit retourner à son travail, puis être dérangée, objectivement dérangée par la situation. Et bon, il demandait, la mère dit 20 $, la madame s'en va à sa case et donne effectivement le 20 $, mais ça crée comme un genre d'inconfort, un stress, peut-être un désarroi ou je ne sais trop. Puis la personne peut devenir, comme étant stressée, on l'a vu dans la carte
tu sais, de l'individu. L'individu qui est stressé peut se blesser. Donc, ça va jusque-là. La responsabilité de l'employeur à cet égard-là, c'est de dire, et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs dans l'anecdote, c'est que l'employeur a dit à l'ado en question, je t'interdis d'accéder à mes installations. Je ne veux plus te voir ici. Si tu as des choses à demander à ta mère, tu les demanderas à la maison, mais pas ici. Donc, ça peut aller jusque-là. Et c'est tout à fait normal. Donc, on comprend, et c'est vrai aussi pour tout le monde, probablement beaucoup de monde qui nous écoute aujourd'hui, c'est nouveau, ça, la santé psy. C'est un nouveau volet qu'il faut qu'on prenne en charge. Ce sont des nouvelles exigences. Nous, chez Multiprévention, on a développé une petite expertise pour ça. Bon, je vais dire une très bonne expertise. N'hésitez pas, posez les questions, levez la main. On a plein de formations, de capsules qui pourraient vous aider dans le futur. Donc, comme on a mentionné aussi, le premier soin, les secouristes. Donc, mentionnons que c'est un point qui est vérifié par nos inspecteurs de la CNSST dans leur visite. Donc, mais c'est quand même important d'avoir un minimum de secouristes, un minimum de trousses, de regarder le contenu, de le mettre à jour, le contenu des trousses. Donc, la formation des secouristes, aussi le fameux registre de premiers soins, de premiers secours, pardon. Donc, dans la démarche de prévention, le registre, c'est notre moyen quand même assez important pour identifier les risques. Donc, c'est une façon de conserver ça, puis de regarder aussi les mesures de correction qu'on peut y faire. Donc, on ne veut pas que l'événement se recommence à nouveau. Donc, on peut le regarder dans la démarche. Donc, ensuite, en résumé, du comment on s'y prend, menu plein de roues, il n'y en a pas un qui vient vraiment avant l'autre. Je les lis avec vous. Donc, travaillez sur votre sujet prioritaire, développez votre plan d'attaque par sujet, une marche à la fois, détailler les tâches, étape par étape, partager les tâches, se donner des échéanciers réalistes, atteignables, garder des traces, toujours, je pense qu'on l'a dit plus d'une fois, moi et mon collègue, la trace de vos actions écrites, puis d'exercer un suivi régulier, s'assurer que ça reste en place dans le temps. Donc, dernière question, vous sentez-vous prêt à élaborer votre plan d'action? Oui, prêt? Dites-moi. Encore un nuage de mots. Non, j'ai besoin d'un rendez-vous avec mon conseiller. Toutes les bonnes réponses. Vous êtes un peu plus mélangés, appelez-nous. Ou vous êtes mieux qu'au début, mais là, ça a fait surgir des nouvelles questions. Donc, la majorité On des voit du oui. On voit du oui. C'est positif. Oui, effectivement. Donc, merveilleux. tant mieux, effectivement, si on se sent plus prêt, si on serait prêt à passer à l'attaque. Je donne le bâton de parole à Sandra. En jeu de mots, un petit pas à la fois, un petit plan à la fois. Donc, prenez confiance, donnez-vous le droit aux erreurs, de recommencer dans tous les cas. Aussi, les conseillers ici à l'ASP, les autres partenaires sont là pour vous accompagner. On ne vous laisse pas tout seul là. Donc, justement, parlant d'accompagner, l'une des meilleures approches qu'on pourrait vous suggérer, ça serait d'essayer 2-3 petits dossiers. Donc, vous lancez en petite équipe, essayez 2-3 situations, analysez-les, mettez-les, couchez ça sur papier, tentez un plan de correction, puis essayez d'établir les tâches à faire. Contactez-nous, on pourrait juste travailler avec vous, on pourrait juste faire un genre de, pas nécessairement un rework, mais on pourrait juste regarder ça avec vous, avec un regard externe. On analyse ça ensemble, vous retournez sur le métier, puis vous faites ça. Maintenant, je vous laisse avec Joanie pour clore la présentation. Je voulais vous remercier pour votre patience et votre contribution. Maintenant, Joanie, c'est à toi.